Alain Lipietz, candidat à la présidence envers et contre tout, malgré les appels au retrait de plusieurs élus de son propre parti, les Verts. Pas question pour lui de renoncer, même après la polémique déclenchée hier par le journal Le Monde. Le quotidien révélait qu'il avait contribué à l'élaboration du programme du FLNC dans les années 90. Pour Alain Lipietz, il ne s'agissait que d'une participation à un colloque sur le développement local en Corse. L'homme par qui le scandale arrive, un ex-associé de la très célèbre agence de mannequins Elite, dénonce des pratiques plus que douteuses dans le milieu, et ce alors que se déroule ce week-end la finale de leur prestigieux concours, l'Elite Model Look, le reportage d'Alexandre Effy. Capri, à 1 heure de bateau de Naples, sur cette île italienne, Omar Harfouch se repose. Dans le mensuel Capital, il fait état d'une affaire de harcèlement sexuel sur des mannequins mineurs. Pendant 3 ans, ce Libanais a organisé en Ukraine le concours Elite Model Look, une compétition qui permet à l'agence de dénicher des futurs talents. Il se souvient de la visite éclair d'un des dirigeants européens en 1999. Il me dit, demain j'arrive, il te reste combien de finalistes? J'ai dit, il reste 16. Elles étaient 3000 avant. Il me dit, écoute, moi je veux bien quand même que tu m'organises un bon moment parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Pour que je vais arriver, je vais choisir la plus salope, c'est ça ce qu'il m'a dit, et puis je vais la tester personnellement. Omar Harfouch raconte qu'il a alors demandé à une prostituée de remplacer une des candidates. Elite explique que son directeur a été piégé et rappelle qu'en 30 ans de métier, aucun mannequin n'a porté plainte contre eux. On sait qu'on n'a rien à se reprocher. Je ne crois pas qu'il y ait une agence dans le monde où les choses soient faites plus sérieusement que chez Elite. Omar Harfouch n'accuse pas seulement ses anciens associés, il parle ouvertement des règles non écrites, des mauvaises habitudes de ce business qui génère chaque année 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un Eldorado où existent des relations parfois troubles entre agents, photographes, apprentis mannequins et ceux qui gravitent autour. C'est tout simplement, si tu veux arriver ma chérie, tu n'as qu'à aller voir, si tu vas voir cette couverture, ce soir tu vas aller dîner avec ce monsieur, demain tu auras la couverture. Si elle ne va pas dîner avec lui, elle n'a pas la couverture. C'est une autre fille, un autre mannequin qui va être à sa place. C'est pas un chantage, tu veux arriver, c'est ça le chemin. C'est de dire à une jeune fille, on va faire de toi une star. Partant de là, elle est prête à n'importe quoi, elle accepte tout. Et qu'est-ce qu'on lui fait accepter ? Les dîners avec les clients, les voyages, les week-ends, enfin toutes les compromissions possibles. Ce week-end, l'agence Elite organise la finale de son concours Model Look. Il ne reste que 62 finalistes, mais pendant un an, les sélections ont rassemblé 400 000 participantes à travers le monde. Des filles âgées de 13 à 24 ans qu'une carrière de top fait toujours rêver. Regain de violence au Proche-Orient. Cet après-midi, des hélicoptères israéliens ont attaqué le quartier général régional du Fatah à Ramallah en Cisjordanie, au moment même où se réunissaient plusieurs hauts responsables de cette organisation. Il n'y a pas eu de blessés. Maigre consolation pour ce qui reste la plus grande conférence contre le racisme jamais organisée à Durban, en Afrique du Sud. Les négociateurs européens, africains et arabes sont finalement arrivés à trouver un accord de principe sur la question du racisme, un accord qui dénonce la colonisation et l'esclavage. Du jamais vu depuis 1884 en tennis, 2 sœurs en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Les sœurs Williams, ce sont elles, évidemment, s'affrontent cette nuit à Flushing Meadows, un duel fratricide qui passionne les Américains. Pascal Bonnefond. Historique, la finale 100% Williams de Flushing Meadows est unique dans l'histoire du Grand Chelem. Pour la première fois, 2 sœurs vont s'affronter pour décrocher un titre. Mais pour en arriver là, il a fallu que chacune se qualifie et ce n'était pas une mince affaire. Serena, la plus jeune, a dû battre la numéro 1 mondiale, Martina Hingis. Il lui aura fallu seulement 2 petits sets, 6-3, 6-2. À aucun moment, la Suissesse n'a pu déployer son jeu. Williams était plus forte, tout simplement. Vénus, elle non plus, n'a pas connu de difficultés pour se défaire de celle qui visait son 3e tournoi du Grand Chelem après Roland Garros et Melbourne. Après la défaite d'Hingis, Jennifer Capriati avait là une occasion de prendre la tête du classement mondial. Mais pour elle aussi, Williams était trop forte. 6-4, 6-2, Capri, c'est fini. Serena et Venus Williams se retrouveront donc cette nuit devant les 25 000 spectateurs du central de Flushing Meadows et les millions de fans américains devant leur télévision, au grand bonheur de Papa Williams. Un papa qui préfère lui ne pas assister au match, comme on le comprend. C'est la fin de ce journal, ou presque. Je ne vais pas oublier Sybille et sa météo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il va faire beau demain ? Alors, il va faire beau. Enfin, c'est toujours l'est du pays qui trinquera un petit peu. Mais dans l'ensemble, tout le monde pourra sortir son barbecue. Top jingle. La météo avec Center Park.
Demain, on attend des vents pouvant aller jusqu'à 100 km/h sur le sud-est ainsi que sur les côtes de la Manche. Et puis malheureusement, voici la chute des températures. Allez, c'est pas grave, on rajoute un pull et surtout, on garde le sourire. Alors demain matin, il pleuvra sur les Alpes, sur la Champagne-Ardenne ainsi que sur la région Midi-Pyrénées. Ailleurs, le ciel sera rempli de cumulus. L'après-midi, une bonne partie du pays retrouvera de belles apparitions ensoleillées. Des averses seront attendues sur le nord-est. Quant aux Pyrénées, ils seront largement arrosés. Il fera seulement 15 degrés à Metz, 17 à Lille, 19 à Paris et 26 degrés à Nice. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain midi. Bonsoir. Center Park vous souhaite du bon temps. Grâce à Internet, Luce et Henri communiquent mieux. Je dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. Tu cliques parce que moi je sais pas faire soi-disant. Alors vas-y, mais je vais... montre-moi. Mais tu me dis de cliquer, moi j'ai cliqué. Au bon endroit. Tiens, connexion. Eh ben, moi, y a écrit marqué connexion là. Mais tu m'agresses. Ah là là, t'es fini, moi je m'en vais. Tu ne sais pas cliquer avec un doigt. Ah oui, comme toi, ça là. Toi tu sais ce que c'est qu'un email? Seul AOL a préinstallé tous les outils indispensables pour profiter immédiatement d'Internet. Mais Didier, mon kiff c'est d'éclater les gens, donne-moi quelque chose, j'en peux plus moi, Didier. Je suis déjà allé au théâtre avec Stalès là, ça m'a amené voir une pièce de Shakespeare. On avait le Richard III. J'avais même pas vu ni le 1 ni le 2, alors là... Sébastien. Gad Elmaleh à l'Olympia du 10 au 16 septembre et en tournée dans toute la France du 2 octobre au 20 décembre. La semaine prochaine sur Canal+. Attention. Oh, laisse-moi deviner, chérie, tu es témoin de Jéhovah. Ouais, puis des conditions. Coup de sang de Tiger Woods. Tu sais ce que Michel pense de toi? Non. Que t'es une connasse? J'ai pas peur de toi. Tous les goûts, tous les jours, exclusivement sur Canal+. Faut fermer tout ça. Mais je suis infirmier. On s'en fout. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Au sommaire cette semaine, une enquête en Guadeloupe sur Canal 10, le canal de la haine. L'un de ses présentateurs, Simon Hébault, est poursuivi pour incitation à la haine raciale. De haine, il en sera également question sur le net qui fait sa rentrée avec un procès retentissant. On parlera également de Brigitte Lahaie qui libère la libido sur RMC Info et aussi de Benjamin Castaldi qui viendra sur ce plateau nous parler de son après-love. Mais tout de suite, le zapping de la semaine. Il est actuellement dans nos murs, il est là pour... Ils m'ont enfermé pour un shot que j'ai même pas volé. Pour une durée de 24 heures qui sera... J'ai rien volé, monsieur. C'est tout, j'ai rien volé. J'ai rien volé. Il m'a accusé pour un short que j'ai rien volé. Je l'ai pas volé, le short. Vous le jurez sur ma tête, j'ai rien pris. J'ai rien volé. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, putain, j'ai rien volé. Je vous dis. Monsieur, j'en ai marre. Dans l'enceinte de cette école maternelle, le pire a peut-être eu lieu, toujours selon le même scénario. Quand les élèves n'étaient pas sages, la directrice les emmenait dans son logement de fonction. Là, son mari se serait livré à des viols sur les enfants. Comme ses parents, 4 familles sont allées porter plainte chez les gendarmes. Ils ont été stupéfaits par le récit de leur fils de 6 ans. Pour lui, apparemment, ce qui lui est arrivé, on ne va pas dire que c'était un jeu, ça serait mentir, mais pour lui, ça a été une activité scolaire qui a eu lieu à l'école et pour lui ne représentait visiblement pas de danger, quoi. Puis comme il n'était pas tout seul, quelque part, il pensait que c'était normal que tous les enfants le faisaient, je pense. L'Église catholique regrette la peine infligée à Monseigneur Piquant. Si elle condamne la pédophilie, elle défend en revanche le respect de la confidence.
Si je vais voir un thérapeute et que je lui dis je suis pédophile et que le thérapeute me dit mais je vais te dénoncer, on arrête là, je te dénonce et puis après tu reviens me voir. Qu'en est-il de la thérapie possible? Est-ce possible après? Et donc, y a-t-il un lieu dans la société où on puisse confier un secret? Ces images, elles viennent d'un cadreur, d'un opérateur hollandais qui filmait avec une caméra et puis une accréditation officielle. Regarde ce que les policiers lui ont fait. Donc tu vois, ils crient presse, presse. Ça les arrête pas. Et sa caméra tombe par terre. On regrette quand même les CRS parce qu'ils mettaient de l'animation et puis celui qui était sur sa chaise, ça faisait alerte à Malibu. Il faut un troisième homme. Le troisième homme, c'est l'homme de la liberté des Français. Et oui, je porterai cette liberté. Et oui, je porterai cet espoir. Dans ces temps d'incertitude, l'homme de la nation, c'est ce président de la République que je veux être, et voilà pourquoi je me déclare candidat. François Bayrou a entamé aujourd'hui son tour de France à la rencontre des gens, dit-il. Première étape, Strasbourg. Le candidat à la présidentielle veut sillonner les 95 départements en 13 semaines. Dans ce bus qui roule au colza, précise-t-il, autobus baptisé Air Force One. Le petit là, monsieur. Oui. Good morning, Mr. Jospin. Good morning, Mr. Jospin. And Mr. Lang. He is the Minister of Education in France. Cet été, beaucoup de gens ont constaté que dans leur boulangerie, la baguette augmentait de 20 centimes, pas partout, mais dans beaucoup de cas, que les produits laitiers ont augmenté, que parfois les coiffeurs, bon, je ne les fréquente pas tellement, ni vous non plus, mais ce sont des gens très bien, et il y a eu un certain dérapage des prix. Prêt ? Ouais. Il a tout simplement oublié de mesurer la corde. L'actualité judiciaire de la rentrée, c'est le procès du racisme en ligne. L'association J'accuse, qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur la toile, poursuit plusieurs fournisseurs d'accès pour empêcher les internautes d'accéder à Front 14, un portail néo-nazi qui regroupe 400 sites xénophobes parmi les plus violents. Avec ce procès se pose le problème de la responsabilité des prestataires du net. Bruno Gex. Sur le net, on le surnomme déjà le portail de la haine. Front 14, c'est son nom, héberge pas moins de 424 sites racistes et antisémites de tous les pays, y compris la France. 8264 pages spécialisées dans l'apologie du néonazisme et de la race blanche. Front 14 est hébergé aux États-Unis où ce genre de message est légal, mais en juin dernier, l'association française antiraciste J'accuse porte plainte contre les principaux fournisseurs d'accès à l'Internet, dont AOL et Wanadoo, devant le tribunal de grande instance de Paris. Motif ? Ces opérateurs refusent de bloquer l'accès de ces internautes au site néo-nazi Front 14. Nous ne sommes que des intermédiaires techniques et ce n'est pas à nous de faire la police sur le net, mais à l'État, répondent les accusés. Pour le juge Gomez, qui s'était illustré l'an dernier dans l'affaire Yahoo, l'Internet sans régulation est une centrale nucléaire au cœur de la cité. Il y a 4 jours, le philosophe Alain Finkielkraut et le journaliste Laurent Geoffrin étaient les grands témoins de ce feuilleton judiciaire qui avait démarré en juin, thème de leur réflexion. Faut-il contrôler Internet et comment ? Maître Stéphane Lilti, bonsoir. Vous êtes l'avocat de l'association J'accuse. Face à vous, Jean-Christophe Le Toquin, responsable délégué de l'AFA, l'association des fournisseurs d'accès. Je suppose que tous les deux vous connaissez, puisque vous êtes rencontrés dans le prétoire mardi dernier du tribunal de grande instance de Paris. Alors, première question, Maître Lilti, pourquoi avoir d'abord assigné les fournisseurs d'accès plutôt que les sites d'auteurs incriminés ? Le titulaire du site Front 14 est un pseudonyme donc, qui s'est placé à l'abri de toute éventuelle poursuite judiciaire. Il a créé son site aux États-Unis, il est hébergé aux États-Unis à l'abri du premier amendement de la Constitution américaine qui organise une liberté d'expression à peu près absolue. Donc on ne peut pas le poursuivre. Donc on ne peut pas poursuivre le titulaire du site Front 14. Les sites qui se trouvent hébergés par le portail Front 14 pourraient être poursuivis à condition de pouvoir en identifier les auteurs, ce qui, en l'occurrence, est totalement impossible. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez assigné en priorité les fournisseurs d'accès. Est-ce que vous estimez que ce sont de simples prestataires
Ou est-ce que vous estimez qu'au contraire, ils ne sont pas de simples prestataires et qu'ils devraient jouer au cyberflic? Les prestataires, quels qu'ils soient, n'ont pas un devoir général de surveillance du net. Mais lorsqu'on leur signale un contenu extrêmement choquant et totalement illégal, ils devraient être capables de nous opposer autre chose qu'un hypothétique devoir de neutralité dans lequel ils s'enferment et qui leur permettrait aujourd'hui de refuser de filtrer le net. Il faut savoir que sur ce site, on trouve des choses extrêmement choquantes. Pas plus tard que ce matin, on pouvait télécharger en ligne l'exposition 1941, Le Juif et la France, qui était placée à l'époque sous l'égide de Goebbels. On pouvait télécharger un jeu vidéo qui permet de flinguer des métèques avant qu'ils ne vous tuent, je cite toujours. On pouvait télécharger un jeu dans lequel il suffit de capturer des nègres dans un champ de coton, je cite, pour ensuite les brûler. Alors voilà. Jean-Christophe Le Toquin, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? On est bien d'accord, je crois, sur le caractère innommable de ce contenu. Or, il faut savoir qu'en droit français, la lecture de ce type de contenu, aussi choquant soit-il... Oui, vous retranchez derrière la loi du 1er août 2000. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile, finalement? Parce que c'est une question d'éthique personnelle. Écoutez, si la loi nous dit « vous ne devez pas intervenir sur les tuyaux », et si la loi autorise la consultation à domicile de ce genre de contenu, et c'est pour ça que vous pouvez très bien, malheureusement, avoir ce genre de contenu chez vous en toute légalité, il ne revient pas à nous d'empêcher de manière, je dirais, générale obligatoire la consultation à titre privé de ce type de contenu. Mais d'un point de vue déontologique, vous n'estimez pas que vous avez quelque chose à faire? Notre déontologie est de sensibiliser les parents et les enfants sur ce type de contenu pour que, par leur intelligence, ils soient capables de décrypter l'ignominie de ces messages et que, si nous filtrons Front 14, d'autres sites seront accédés. Et si nous n'avons pas formé la jeunesse à décrypter ce message-là, le résultat sera pire, car on leur a donné un message en disant on ne veut pas que vous accédiez à ce type de contenu, mais on n'aura pas appris à décrypter. Vous dites que vous sensibilisez les enfants. Pourquoi tout simplement ne pas bloquer l'accès de ce portail aux internautes? Je comprends pas. Parce que cette activité est légale en France. Oui, c'est totalement faux. Excusez-moi de vous interrompre, mais la mise à disposition d'un site qui publie la liste des abonnés juifs d'AOL est totalement illégale en France. Tout à fait, mais la mise à disposition est faite aux États-Unis, elle n'est pas faite par... Peu importe, nous recevons ce message sur le territoire français. Moi, je n'ai pas voté le premier amendement de la Constitution américaine. Moi non plus. Donc il est clair qu'il ne s'applique pas en France et que nos tribunaux sont parfaitement fondés à interdire la diffusion de messages qui constituent des apologies et des appels au meurtre, monsieur. Tout à fait. La neutralité que vous invoquez, pour moi, c'est de l'autisme. Pourquoi ne pas pour autant légal sur la législation? Parce que le projet de loi sur la société de l'information va être débattu au Parlement l'an prochain. Alors pourquoi ne pas anticiper? Nous considérons qu'il est extrêmement dangereux pour une industrie qui représente une part extrêmement importante, je dirais, d'une profession, de se faire le fer de lance d'une nouvelle législation dont nous ne connaissons pas aujourd'hui les conséquences. Par conséquent, cynique. Non, c'est extrêmement protecteur des libertés publiques. Si je peux me permettre une observation. L'enjeu pour l'industrie dont M. Le Toquin parle, il est d'abord financier, parce que la mise en place d'un filtre, quel qu'il soit, coûte de l'argent, coûte de la bande passante et nécessite une réorganisation du réseau. En tout cas, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est cher. Est-ce que c'est souhaitable? Nous attendons que la loi le dise, mais le juge est parfaitement fondé à empêcher un trouble manifestement illicite de se produire. Messieurs, merci. Le tribunal de grande instance de Paris rendra sa décision à la fin du mois, c'est exact? Tout à fait. S'il vous donne raison, Maître Lelty, ce sera une première en France de filtrer un site internet? Ce sera une première en ce qui concerne les fournisseurs d'accès, oui. Merci, monsieur. L'autre affaire qui agite beaucoup la presse en ce moment, ce sont les déboires du journaliste Jean-Pierre Ray. Ce photographe de l'agence Gamma a été remis en liberté la nuit dernière après 4 jours de garde à vue dans les locaux de la Division nationale antiterroriste. Alors, la justice a cherché à savoir comment et dans quelles conditions ce journaliste a reçu une revendication d'Armata Corsa, c'était il y a 9 mois. Reporters sans frontières a appelé à manifester hier devant le palais de justice pour dénoncer ces méthodes et défendre le secret des sources. Harold Bélanger, Agnès Grossman ont rencontré Jean-Pierre Ray, qui dit avoir été traité comme un terroriste. Fatigué moralement, très fatigué moralement. Fatigué Jean-Pierre Ray et bien pâle. Il est sorti quelques heures plus tôt d'une garde à vue de 4 jours, la plus longue jamais infligée en France à un journaliste. Il tenait à être là, parmi ses confrères venus le soutenir à l'appel de Reporters sans frontières. Je tenais à venir ce matin parce que je voulais remercier tout l'ensemble de mes confrères, même si je suis très fatigué dans la tête. C'est peut-être le remue-ménage médiatique qui a évité à Jean-Pierre Ray une mise en examen. Spécialiste des affaires corses, ce journaliste de 44 ans n'en finit pas depuis 1 an d'être convoqué devant la justice. On lui demande ce qu'il sait, qui il connaît. À travers lui, c'est le droit au secret des sources d'information qui est menacé.
Aujourd'hui, si vous voulez avoir des informations sur des sujets sensibles, comme la Corse par exemple, forcément vous côtoyez des gens qui sont hors la loi et qui commettent un certain nombre de délits. Si vous les dénoncez comme doit le faire n'importe quel citoyen, vous êtes sûr demain que plus jamais une de ces personnes ne donnera l'ombre d'une information à un journaliste. En France, le code pénal autorise les journalistes à ne pas révéler leurs sources. Mais parallèlement, la loi oblige tout citoyen à dénoncer les auteurs d'un crime dont il aurait connaissance. Ce paradoxe sert la justice. Ces 20 derniers mois, 5 journalistes ont été placés en garde à vue, une dizaine entendus, la plupart sur la Corse. Essayer d'arrêter les nationalistes en travaillant sur les journalistes, aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est beaucoup plus simple que de faire des filoches et travailler comme un vrai service antiterroriste. Le message qui nous est envoyé maintenant, c'est ne recherchez plus dans le monde nationaliste d'interlocuteurs qui ne soient pas des nationalistes fréquentables, c'est-à-dire favorables au processus de Matignon. Après le palais de justice, Jean-Pierre Rey est allé faire le tour des médias. Il tenait à raconter sa garde à vue. En permanence, ils essayaient de me faire porter le chapeau sur des choses qui n'existaient pas. Ils portaient atteinte à mon intégrité. C'était des mensonges, c'était du chantage à la mise en examen, voire à la détention provisoire si je ne leur donnais pas les détails de ce qui m'était arrivé ou du travail que j'avais fait. Voilà quoi, je pense que j'ai été traité de la même manière, il me semble-t-il, et c'est l'impression que j'ai eue, qu'un terroriste. Quand les auditions étaient terminées vers minuit, 1h ou 2h du matin, tu vois, ouais. Ils me redescendaient dans une cellule, 4 mètres carrés, mur blanc, un banc, et puis voilà quoi. Donc tu te retrouves là après 12 ou 13 heures d'audition, et tu te mets à tourner en rond, tu vois. Tu dis ouais, jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va aller. Aujourd'hui, Jean-Pierre Rey ne veut plus s'occuper de la Corse. Il se consacre désormais à des dossiers moins sensibles. Direction maintenant les États-Unis. Tom Brokaw, le PPDA américain, a repris lundi les rênes de son journal sur NBC après 2 mois de vacances. Rien d'anormal jusqu'ici. Selon Mardi, il a gratifié les téléspectateurs du récit de ses vacances par le menu. Un moment de télé assez hallucinant que notre correspondant Christian Desplaces n'a pas raté. From NBC News World Headquarters in New York. Tous les soirs, il regarde les Américains les yeux dans les yeux pour leur raconter le monde. Good evening. Depuis 18 ans, Tom Brokaw est le présentateur vedette de la chaîne NBC. Son journal est le plus regardé, son salaire le plus élevé, près de 52 millions de francs par an. Mais à 61 ans, Tom Brokaw ne rêve que d'une seule chose, avoir du temps libre. Cette année, il a exigé de ses patrons 10 semaines de congé, 5 fois plus que la moyenne des Américains. Mardi soir, il faisait sa rentrée en direct. Après avoir égrené les infos du jour, il est passé à une actualité beaucoup plus importante, ses vacances. Ready, what I did on my summer vacation. Every morning, I'd look at the list and go fishing, catching and releasing a lot of beautiful trout. Et ça dure comme ça pendant 1 minute 20. Tout y passe. I had many magical moments with our granddaughters, including a Giants game in San Francisco, where we didn't let a hot dog or a cotton candy vendor pass us by. I mourned the loss of 3 friends and celebrated the weddings of 2 young couples. In the backcountry of the Rockies, Meredith and I measured how far we'd traveled since we set out together 39 summers ago. Le journal de Tom Brokaw se conclut invariablement par ce slogan triomphant. More Americans watch NBC News than any other news organization in the world. Mardi soir, Tom Brokaw a résumé l'actualité économique d'une Amérique au bord de la récession en 40 secondes, 2 fois moins de temps que pour raconter son été en famille. C'est la fin de cette première partie de Plus Clair. On se retrouve dans quelques instants avec Benjamin Castaldi qui viendra nous parler de lui et de sa rentrée. On verra également que les lofters se sont mis au travail, que l'on peut se rincer l'oreille sur RMC Info avec Brigitte Lahaye. En revanche, qu'on ne peut pas impunément inciter à la haine raciale comme l'aurait fait Simon Hébault en Guadeloupe. Son affaire est actuellement jugée. On verra ça tout à l'heure. Mais tout de suite, la pub. Benjamin Castaldi, bonsoir. Bonsoir. Grâce au Loft, à 31 ans, vous êtes devenu l'animateur le plus exposé du petit écran. Vous êtes devenu une star. Alors je suppose que vous ne regrettez pas d'avoir participé à ce jeu. Star, moi je ne trouve pas qu'on soit des stars de quelque chose. Vous êtes très médiatisé, vous avez fait la une de Paris Match. Oui, ça c'est vrai. Donc vous êtes devenu une star. Ouais, moi je ne crois pas que les gens qui font la télé sont des stars. Si j'ai fait la une de Paris Match, c'était pour qu'on me lâche un peu avec ma vie privée. Ça n'a pas fonctionné puisqu'on a continué à venir me photographier quand je n'avais pas décidé qu'on fasse des photos de moi. Mais vous saviez qu'en participant à ce jeu, vous sauriez que votre vie privée serait exposée au même titre que celle des lofters, enfin vous en doutiez. Mais pas du tout.
j'étais extrêmement naïf. Moi, d'abord, le loft, quand j'ai décidé de le faire, c'était absolument pas certain que ça fonctionne et que ça marche. C'était une émission nouvelle. Donc c'était un pari à tenter, une aventure C'était un sacré pari, oui. J'étais à un moment donné dans ma carrière où il fallait quand même que ça bouge un peu. Je faisais célébrité, j'avais pas une place très importante, je savais pas trop ce qui allait se passer. On dit d'ailleurs que quand vous étiez à TF1, vous piaffiez un peu dans votre box, que vous vous sentiez un peu à l'étroit, est-ce que c'est exact? Je piaffais... ouais, non mais c'est évident. Quand on fait ce métier, on le fait pour progresser, pour finalement avoir une mission à soi. Les téléspectateurs vous ont découvert chroniqueur successivement dans Studio Gabriel, dans Drucker & Co, dans Vivement Dimanche sur France 2, puis dans Célébrité sur TF1. Alors, chroniqueur, est-ce que c'est un passage obligé pour être un animateur à part entière? C'est la question que s'est posée Christelle Rebière. Regardez. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'animateurs, vous, qui ont commencé sans être passés par la chronique? Moi, j'ai réfléchi, j'en vois pas beaucoup. C'est parti. Et la liste est longue, de Christophe de Chavannes à Valérie Expert, de Jean-Luc Delarue à un certain tenancier de Loft, en passant par Marc-Olivier Fogiel ou Stéphane Bern. Ce dernier, devenu animateur à part entière, ne regrette pas cette école. Commencer comme chroniqueur, ça permet de faire ses premières armes, ça permet de mieux appréhender à la fois le trac, le stress de la caméra, les projecteurs, de se familiariser un petit peu avec ce monde. C'est une carte de visite pour dire qu'on existe, mais je suis pas sûr qu'être bon chroniqueur, ça signifie être bon animateur en fait. Mais au moins, quand les patrons de chaîne réfléchissent, vous faites partie des têtes qu'ils connaissent. Voilà. C'est histoire d'avoir une vitrine. Et la vitrine de l'actuel animateur de France 3, c'était une rubrique dans Télé Dimanche. On peut dire à peu près ça, vous le verrez à l'antenne. Son Pygmalion, lui, doit faire des efforts intenses pour établir la liste de la douzaine d'animateurs qu'il a lancés. Bonaldi qui a débuté avec moi aussi. Alors, hasard ou flair? Ce qui est important quand quelqu'un vient et a envie d'être chroniqueur dans une émission, c'est de voir quelle est la puissance de son envie. Tous avaient une très grande ambition qu'on voit très vite. Et moi, j'aime bien être entouré de gens qui ont beaucoup d'ambition, donc ça tombait bien. Et de gens qui avaient éventuellement envie de prendre ma place. Et moi, j'en profitais aussi parce que ça me stimulait. Aujourd'hui, journaliste à LCI, Valérie Expert a commencé chez Christine Bravo, l'ex-chroniqueuse de l'Assiette anglaise, elle-même devenue grande pourvoyeuse de chroniqueurs et de conseils. Je pense que ce que j'ai appris avec Christine, c'est le regard, c'est d'avoir un regard sur les choses et de le présenter comme tel. On va parler cinéma, ça sera le cas régulièrement tous les mardis, avec un jeune garçon qui a un bon physique d'acteur. C'est sa première apparition. Pour les petits nouveaux, Michel Drucker insiste surtout sur l'hygiène de vie. Boire de l'eau, pas fumer, pas boire d'alcool, pas sortir, faire du sport, se lever tôt, penser qu'à ça, rester calme et mesurer son tour de tête tous les jours. Le tour de tête aurait aujourd'hui de quoi grossir, alors un dernier conseil pour la route. Il faut qu'il reste calme, qu'il ne s'emporte pas. Et même quand il a envie de donner un coup de boule à quelqu'un, il ne faut pas qu'il lui donne le coup de boule. Il faut qu'il se calme, parce qu'il est capable. Alors comme ça, vous êtes sanguin? Pourtant, vous avez l'air d'être d'une nature plutôt calme. Vous avez souvent envie de donner des coups de boule? Oui, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. Dans quelles circonstances? Je sais pas, quand on m'énerve et quand j'ai le sentiment d'être victime d'une quelconque injustice ou d'une mauvaise foi absolue, ouais, j'ai envie. Ouais. Et pourtant, moi, je pense être un vrai gentil, vraiment. Mais vous dites franchement les choses que vous pensez. Ouais, la franchise, c'est une qualité, et en même temps, c'est un défaut. Ça a dû vous valoir un certain nombre d'inimitiés, ça. Oh, c'est sûr, c'est certain. C'est sûr. Donc vous commencez à devenir faux cul? Bien sûr, il faut apprendre à devenir faux cul, il faut apprendre à devenir roblard, il faut apprendre à faire des compliments, à flatter. Vous savez, c'est comme dans La Folie des grandeurs. Et maintenant, Blas, flattez-moi. Mon Seigneur est plus grand de tous les grands d'Espagne, c'est pas une flatterie, c'est vrai. Voilà, donc il faut devenir flagorneur pour faire ce métier. Un petit peu, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous supportez pas que votre vie privée soit médiatisée. Or, on vous a vu dans Gala avec votre femme. Pour répondre pour Gala, alors là, je vais être très clair. Pour Gala, on m'a piégé. On m'a dit, il y a un sujet global sur Noël en famille des gens connus. On fera une petite photo, faisons une séance photo, comme ça tu te débarrasses, on t'emmerde plus avec ça. Je fais la photo et on met à la une de Gala. Moi, j'ai jamais demandé d'être à la une de Gala. Alors évidemment, après, quand vous faites un procès, parce qu'on vient vous photographier sur une plage, etc., vous dites, attendez, vous avez fait ça, j'y suis pour rien. Ce qui est assez cohérent, d'ailleurs. Ce qui est assez cohérent, sauf que dans le cas de Gala, j'ai jamais demandé à ce qu'on me mette en couverture. Jamais, jamais. On me dit, c'est un petit sujet, on fait 2 pages et la couverture. Je suis désolé, c'est un piège. Et là,
le coup de boule s'impose. Bon, alors est-ce que vous avez donné le coup de boule? Non, je ne l'ai pas donné, mais c'est une expression. Mais c'est vrai là, pour le coup, on s'en trahit et c'est injuste. Vous avez reçu des menaces de mort, on Ouais. vous a raillé, insulté, vous avez été entarté. Vous dites effectivement que vous avez arrêté à un moment donné de lire la presse. Est-ce que cette aventure vous a fragilisé? Non, parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Les gardes du corps, c'est la rançon de la gloire, vous en avez toujours auprès de vous? Non. C'est fini? Plus de garde du corps. Plus de menaces? Plus de menaces. Plus de menaces. On sait d'où elles venaient, les menaces. D'où venaient-elles? Non, je ne vais pas vous le dire là, mais je sais d'où elles viennent. L'entreprise de déstabilisation, je me doute bien d'où elle pouvait venir. D'une chaîne concurrente? Non, je n'ai pas dit ça, mais enfin bon, il y a plusieurs possibilités, dont celle-là. Votre papa à la télé, Michel Drucker, a dit du Loft, il n'y a pas de quoi être fier, c'est l'apologie du vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de quoi être fier, c'est l'apologie du vide. D'abord, je ne suis pas d'accord avec Michel, ça ne m'arrive pas souvent, mais là, Michel, vous vous trompez. C'est certainement pas l'apologie du vide, et je pense que peu d'émissions ont appris autant de choses sur les jeunes et sur notre génération. Alors précisément, est-ce que vous trouvez que la génération Doudou, Nounours et Biberon est représentative de la génération des 20-30 ans? C'est pas parce qu'une fille, elle boit le biberon à 21 ans que c'est représentatif. J'ai pas dit ça. Je dis que dans les relations humaines et dans le vocabulaire que les jeunes emploient et dans la façon qu'ils ont de voir les choses et de voir le monde et dans la façon dont les parents envisagent leurs enfants, je dis que cette émission a été extrêmement bénéfique. Michel Drucker toujours ajoute dans cette interview, on a le sentiment que on se rend compte que le niveau culturel a baissé. Est-ce que c'est votre avis également? Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un constat, et c'est vrai que les jeunes qui avaient dans l'offre, alors il ne faut pas non plus en tirer des conséquences, mais ils n'ont pas beaucoup de passion, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. Les conversations sont très pauvres. Les conversations sont assez pauvres. Ça, c'est vrai, ça, c'est un constat. Mais bon. Vous dites que Love Story, c'est de la télé-réalité. Ouais. Les lofters ont été filmés 24 heures sur 24. Simplement, le téléspectateur n'a eu droit qu'à un résumé de 26 minutes. Donc finalement, la grande manipulation, c'est le montage. Il suffit de garder une scène, une phrase, pour modeler un personnage. D'ailleurs, Stevie, vous en avez fait la remarque, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Écoutez cet extrait de Stevie. Stevie qui a pas mal pleuré dans le confessionnal. Non, je n'ai pas mal pleuré. M6 a diffusé des images où je pleurais. Et il faut vous rappeler que vous sélectionnez 26 minutes sur 24 heures. Et quand je regarde... Tiens, justement, j'ai l'impression que j'ai pleuré tout le temps, ce qui n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez répondre à Stevie? Parce que où est la télé-réalité dans tout ça? 26 minutes, résumé, compacté, choisi, sur 24 heures sur 24 de tournage, où est la télé-réalité? Déjà, on va enlever les 5 ou 6 heures où ils dorment, où il n'y a pas d'intérêt. Bon, dans une journée de 24 heures... Il en reste 18. Dans une journée de 24 heures, on peut pas... tout n'est pas intéressant. Bon, on retient ce qui nous semble... Ce qui nous semble le plus intéressant, évidemment. Enfin bon, les gens qui ont produit cette émission sont des professionnels et ont un sens du spectacle, parce que c'était aussi un spectacle. Aller chez des gens pendant 2 heures et leur faire raconter un drame et aller bien loin et aller chercher bien l'émotion et la petite larme qui va couler, etc. Je suis désolé, je vois pas en quoi c'est moins manipulé que notre émission, et nous, on n'est jamais intervenu pour arriver à ce genre de résultat-là. Or, dans certains cas, on y va pour obtenir quelque chose. Moi, je ne suis pas choqué du tout. Voilà. Le jeudi à 20h50, vous avez reçu régulièrement les mamans des lofters. Alors, nous sommes allés rencontrer la vôtre, Catherine Allégret, qui ne s'est jamais exprimée jusqu'ici sur le loft. Voilà. Moi, pour cette fois-ci, moi, elle s'est exprimée auprès de moi, je peux vous dire. Eh bien, pour cette fois-ci, elle a fait une exception. Elle a très gentiment répondu à mes questions, et au passage, d'ailleurs, je la remercie. On l'écoute. Je suis passée de la consternation à la tristesse, à plein de choses, plein d'états. Je trouve qu'à t'en faire, ils ne sont pas allés assez loin, quoi, dans l'ignominie. Donc, à la limite, je suis un peu restée sur ma faim. Là, c'est pas possible, c'est le nivellement par le bas. Ils sont allés chercher le plus naze d'entre les nazes pour faire cette émission. À partir de quoi le présentateur, il est forcément victimisé par son produit. Benjamin, il a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il est parti d'un état un peu instable, un peu pas à l'aise, on pouvait comprendre, parce que c'était quand même la première fois qu'il se fritait avec le direct. Et il a fini très bien avec tout ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire un certain recul, de l'humour. Il a sauvé sa peau, à mon avis, dans cette affaire-là. J'étais soulagée, il a sauvé sa peau, c'est sûr, quoi. Et c'est vrai que moi, je lui ai dit, vas-y, je l'ai poussé. Je pense qu'il aurait accepté quoi qu'il arrive et que c'est pas ma décision qui l'a poussé à faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je lui ai dit, vas-y, ce qu'il faut, c'est que tu saches où tu vas. Mais vas-y, ce sera un moyen de te faire connaître. Mais après, il faut sauter du train en marche. Voilà, moi, c'est ça que j'aurais dit.
Benji, si tu m'entends, mon chéri, on saute du train. Le loft, c'est une ignominie, Ignominie? ce que dit votre maman. Mais maman, c'est pas une ignominie, mais non, je ne dirais jamais ça. Ignominie, je crois qu'il faut aller se plonger dans le dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Et quelque chose d'ignoble, c'est pas ça. Est-ce que vous avez sauté du train? Malheureusement, maman, je suis dans le train et pour l'instant, je pense qu'il va trop vite pour que je saute sans me faire de mal. J'ai entendu dire que vous aviez été payé 4 millions de francs pour l'ensemble de l'opération. Non, 40 millions de francs. Est-ce que c'est exact? Combien avez-vous été payé pour cette opération? Mais pas 4 millions de francs. Combien? J'aimerais bien. D'ailleurs, si je fais le Loft 2, Thomas, ce sera 4 millions de Parce francs. que vous faites de la télé-réalité, Ouais. pourquoi cacher votre salaire? J'ai touché exactement 300 000 francs, c'est-à-dire 100 000 francs par mois, pour faire 4 primes par mois. Hein. Il faut donner les tarifs des autres primes. Donc l'ensemble de l'opération... Il faut savoir qu'un prime, en moyenne, sur des chaînes, peut voir peut-être jusqu'à 100, 150 000 francs pour un prime. Moi, j'ai eu 100 000 francs par mois pour en faire 4. Hein. Et j'ai eu un bonus, et j'ai eu un complément de salaire de, je crois, de 100 et quelques mille francs pour toutes les quotidiennes. Donc, au total? Au total, j'ai gagné à peu près 500 000 francs. Bon, c'est pas 4 millions de francs, et voilà. Pour les lofters, le compte à rebours a commencé, parce que le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas le loft, c'est après loft. Ils vont devoir capitaliser leur célébrité express, donc tenir la distance. Est-ce que vous êtes inquiet pour eux? Je suis pas inquiet pour eux. Ils ont eu une chance énorme. Ils sont montés sur un cheval, on leur a mis le pied à l'étrier et on les a mis sur un pur sang. Ça va être difficile pour eux de rester sur le cheval. Vous savez ce qu'ils font les uns et les autres? Kenza, je sais pas trop. On va répondre à cette question avec Vincent Velmotte et Julien Pau. Contrairement aux apparences, lofter n'est pas un métier. Après la récré, c'est la rentrée et il s'agit de bien se vendre. Faites vos jeux, rien ne va plus. Julie sortira son disque en octobre, ça commence bien. Vous voulez de l'audimat, vous voulez beaucoup de l'argent, contactez-moi. En novembre, Aziz jouera les flics couillus pour le tournage d'un téléfilm sur M6. Donc, je m'y prépare, j'ai un coach, on met ça en place, on travaille énormément la locution et puis aussi bien sûr les sentiments et les réactions qu'on peut avoir sur tel niveau en tant qu'acteur. Loana, petite cachotière, écrivait en secret son autobiographie. Les éditions Pauvert lui ont donné 1 million de francs pour sortir le livre en octobre. Sa priorité pour le moment, c'est vraiment le livre et la promotion du livre. Parce qu'on la verra tout à fait différemment après la lecture du livre, ça je pense vraiment. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Stevie tente un emploi du temps chargé. Il présente Génération Stevie et accompagne Ruquier sur Europe 1, enchaîne ses rubriques dans Téléstar et défile pour Gauthier. Je rentre chez moi, je travaille, ça veut dire je suis dans ma douche, je prends ma douche, je me répète tout ce que je dois dire, l'info. Pour moi, c'est plus que la rentrée d'A-Class, là c'est la rentrée de ma vie. Jean-Édouard, le beau gosse de l'histoire, a signé comme mannequin. Il débute ses chroniques sur Radio FG et prépare une compilation de house music. Le grandeur du loft se construit une image classe et branchée. Oh, moi je dois être le lofter qui s'est fait le moins d'argent. Parce que j'ai refusé toutes les propositions qui, à mon goût, un, ne me plaisaient pas, et deux, pouvaient ternir une image future, surtout dans la musique électronique. Pourquoi j'ai pas fait lofter up and down? C'est parce que j'avais pas envie de passer pour un guignol, déjà que c'était déjà un peu arrivé. Par rapport aux gens qui travaillent dans ce milieu-là, de la musique électronique, j'arrive avec un CV avec marqué lofter up and down, et je crois qu'on me rionnait. Kenza débute sur Zik, une chaîne spécialisée en R&B. Son association Les Enfants du Soleil produira un disque au profit des orphelins d'Algérie. Une vraie executive woman. Il faut que le lofter se vende face à un chef d'entreprise ou face à un directeur d'antenne par exemple, comme n'importe quel animateur qui trime, qui envoie sa maquette et qui a envie de travailler. 3, 2, 1... Philippe présente quotidiennement un petit jeu sur la chaîne Comédie. Visiblement, les contrats bizarroïdes de Love Story ne lui ont pas servi de leçon. Ouais, je connais pas encore bien le statut d'intermittent de spectacle, mais c'est rémunéré sous la forme de pige quotidienne, quoi. Ou un truc comme ça, pour la saison. Enfin bref, pour la saison. Et nous on se retrouve tout à l'heure. À 8h30. À tout à l'heure. C'est clair, Laure est sur Europe 1. Laure a débuté ses chroniques beauté hebdomadaires. Elle devrait animer sur Teva un talk show produit par Emmanuel Chin, Laure de vérité. Rien que ça. Dur d'être un lofter et de continuer à exister sans les caméras. Pour faire encore parler de lui, David explique à qui veut l'entendre qu'il ne veut plus assurer la promo du disque Up and Down. Maintenant, ça ne me correspond plus d'aller danser dans des émissions, tout ça. C'est uniquement vraiment pour être sincère avec le public et parce que je trouve que ça me correspond pas vraiment et j'ai envie d'être libre.
Kimi pourrait continuer ses émissions. Salut, c'est Kimi, je suis ravie de vous retrouver sur MCM. Christophe essaie de s'incruster à RFM TV. Quant à Delphine, elle s'occupe de ses chevaux, comme avant le loft, et Fabrice s'occupe de l'or, comme pendant le loft. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette gloire de celluloïd? C'est le principe de la télévision, ça. Mm-hmm. On est arrivé là où on devait aller, toute personne aura son petit quart d'heure de célébrité. On est allé bien plus loin, ils sont extrêmement célèbres, mais tout ça est éphémère, mais ils le savent très bien. Vous savez qu'un sondage a été effectué sur Love Story. Alors il a été réalisé sur la télé-réalité et sur une suite de Love Story. Près de la moitié des 15-19 ans souhaitent une suite à Love Story, mais si l'on s'en tient à toutes les personnes sondées sans distinction d'âge, 73% d'entre elles se sont prononcées contre. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Les sondages, d'abord on leur fait dire ce qu'on veut, et je peux pas... Oh bah oui, je sais pas. Tous les après-midi sur Europe 1, vous interviewez une personnalité. De la vie générale, vous menez de très bonnes interviews. Alors moi, je veux savoir qui est le vrai Castaldi, celui des après-midi culturels sur Europe 1 ou celui des soirées loft bottomisées sur M6? Le vrai Castaldi, il se réalise plus à la radio, c'est évident. Parce que c'est différent, parce qu'il n'y a pas l'image, que quand on fait de la télé, on ne peut pas oublier. Enfin, moi, j'arrive pas encore à oublier ma tronche, et c'est un problème. À la radio, on se concentre que sur le fond, et on a des gens passionnants. En télé, on est plus dans l'éphémère, dans la paillette, dans le divertissement. Mais j'adore ça, moi. J'adore faire. On peut faire des émissions très sérieuses et de fond à la télévision. Voilà, bien sûr, on peut, bien sûr. Mais c'est pas ce que je fais. C'est pas pour ça qu'on m'emploie. J'aimerais bien avoir une émission qui ressemble à ce que je fais sur Europe. J'adorerais faire ça, mais je suis malheureusement pas sûr que ce soit très, très télégénique et que ça attirerait en masse le public. Benjamin Castaldi, dans 10 ans? Eh bien, dans 10 ans, j'espère que je ferai ce métier, que je ne me serai pas foutu en l'air et fourvoyé dans des programmes qui me coûteront ma carrière, et voilà. Merci Benjamin. Bonne rentrée sur M6. Merci. Vermine, racaille, nègre, couillon, bande d'incapables, ce sont quelques-unes des injures proférées 5 heures par semaine et en direct, s'il vous plaît, par Simon Hébault, le présentateur vedette de Canal 10, une chaîne privée de Guadeloupe. Cet ex-chanteur dealer déguisé en bocassa s'attaque en toute impunité aux Haïtiens et Dominicains de l'île. Ça a donné lieu à des débordements et à une action en justice. La chaîne et son animateur sont poursuivis pour incitation à la haine raciale. L'audience s'est tenue cette semaine en Guadeloupe. Serge Taret, Nicolas Bourgoin sont allés sur place. Île de la Guadeloupe, mercredi 5 septembre. Devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, plusieurs centaines de personnes sont venues soutenir Ibo Simon. Ibo, c'est lui, l'homme au chapeau. Il est animateur de télévision sur une petite chaîne privée, Canal 10, une vedette en Guadeloupe. Il attaque dans ses émissions les communautés étrangères de l'île. Aujourd'hui, il est poursuivi pour incitation à la haine raciale par des Haïtiens. Voici une séquence choc de son émission. Et je suis contre personne. À partir du moment, parce que moi actuellement je suis un messager de la fraternité. Mais à partir du moment où vous êtes racaille, vermine, parasite, indésirable, diffamant, il se permet de dire d'une communauté qu'il s'agit d'une communauté de racaille, qu'il s'agit d'une communauté de vermine, qu'il s'agit d'une communauté de chiens. Effectivement, je n'ai pas souvenir d'avoir approché de tels propos sur une chaîne de télévision quelconque. Alors il y a eu des propos et puis il y a eu qui ont entraîné des actes qui eux aussi ont fait l'objet d'une saisine du procureur où une famille dominicaise, en l'espèce elle n'était pas haïtienne, s'est fait manu militari, si j'ose dire, mettre dehors de son appartement, même si effectivement, juridiquement, ne payait pas son loyer, mais enfin le droit français c'est pas ça. Et le jour où cette famille d'immigrés s'est fait expulser, une caméra de Canal 10 était sur place avec au micro un commentaire d'Ibo Simon. Nous avons retrouvé cette famille au consulat de la Dominique. En visionnant les images de Canal 10, la mère se souvient. J'ai vu beaucoup de gens arriver qui sont venus pour me mettre dehors de ma maison. Je suis allée prévenir les gendarmes. Le temps qu'il m'a fallu pour revenir, les gens avaient commencé à vider ma maison. Dans les rues de la Guadeloupe, la haine raciale s'affiche un peu partout. Haïtiens dehors, Haïtiens full camp, Haïtiens sanguinaires. C'est dans la rue aussi que l'on retrouve Ibo Simon. Nous sommes dans une zone commerçante de Pointe-à-Pitre, une zone très fréquentée. Sur le marché, l'animateur de télévision interpelle violemment un vendeur haïtien.
qu'on va te foutre à la porte. Mais Ibo, la chose que vous dites, ça me plaît pas, Ibo. Qu'est-ce que je te plains? D'accord, ça me plaît pas. Parce que je dénonce nous sommes de tous, nous sommes de tous pareils, Ibo. Et en Haïti, vous êtes tués de tuer votre frère. Mais qu'est-ce que vous me racontez, c'est vous Ibo? On n'est pas raciste, Ibo. On n'est pas de racistes, on est de nègres. Vous fréquentez les Guadeloupéens, Guadeloupe? Vous fréquentez les Guadeloupéens? Comment on ne fréquente pas les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes? Ce que vous faites là, c'est la seule radio qui donne la parole. Vous êtes comme ça, Ibo. Non, mais vous êtes des racailles, je suis contre toutes les racailles. Si vous êtes des gens honnêtes. Si je suis un racaille, et vous, Ibo, qu'est-ce que vous êtes? On vous a pas reçu bien, Guadeloupe? Ce sont des gens qui nous ont donné l'hospitalité et maintenant ils veulent nous foutre bien coucher nous. Sur Canal 10 comme dans la rue, Ibo est écouté, il est soutenu. Il est conscient de ce qui se passe. Nous, citoyens de la Guadeloupe, nous ne sommes pas conscients. Nous ne voyons pas le danger qu'il y a actuellement, qu'il y a une population qui est vraiment trop nombreuse en Guadeloupe. Et il faut, comme il dit, des gens qui sortent d'ailleurs. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas vivre. On a tous le droit de vivre, mais avec quand même un peu de respect et un peu de dignité dans le pays de chacun. Grâce à sa popularité, Ibo Simon est aussi devenu un homme politique. Il est conseiller régional et municipal de Pointe-à-Pitre. Sur Canal 10, il prend son rôle d'élu à cœur. À présent, je suis en guerre. Et je suis parti en guerre pour libérer mon pays contre toutes les désédirables en Guadeloupe. Ibo Simon est à l'antenne de Canal 10 depuis des années. Ce n'est qu'en mars dernier, après les élections municipales, qu'il a commencé à s'en prendre véritablement aux Haïtiens. Nous décidons de rencontrer le directeur de Canal 10 pour comprendre. Dans le studio d'enregistrement, Michel Rodriguez défend son animateur vedette. Mais Ibo n'est pas raciste. Qui est-ce qui a attaqué Ibo? En fait, c'est les Haïtiens, d'accord, bon. Mais qui est-ce qui a attaqué Ibo? Ibo s'est présenté aux élections dernièrement. Ibo est un homme politique. Donc, on l'a attaqué au niveau politique. Ibo a mis en ballottage le maire de Pointe-à-Pitre. Donc Ibo, c'est un faux procès, c'est une cabale qu'on fait à Ibo. Alerté par des téléspectateurs indignés, le CSA a été saisi du dossier et a pris des dispositions le 4 septembre dernier. Le CSA décide de mettre en demeure la société Canal 10. Nous allons constater si la mise en demeure est suivie des faits. Si elle n'est pas suivie des faits, à ce moment-là, on peut passer dans le processus de sanction. Et la loi prévoit que les sanctions peuvent être soit une suspension temporaire de l'autorisation, une suspension temporaire complète ou partielle, soit une sanction financière, soit une réduction de la durée de l'autorisation, soit même un retrait d'autorisation. Et Ibo, t'es au courant que le CSA a sanctionné Canal 10 en le mettant en demeure ? Eh bien, moi, je ne suis pas encore au courant. On va voir ça, on va discuter de ça, je ne suis pas encore au courant. C'est tombé hier soir, non ? Ah ben, si c'est tombé hier soir, c'est bien, ça prouve que peut-être la guerre, ça va se déclarer en Guadeloupe. Ceux qui parlent de droits de l'homme, ils sont pour la guerre, ouais. Dès qu'ils connaissent un pays qui est bien, ils disent aux indésirables, là, il y a tel pays, les gens sont bien. Va dans ce pays-là, va les faire chier, va les emmerder, et nous, on viendra après, avec droits de l'homme, on viendra après pour vous protéger, etc. OK? À tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le procès. On a les puissants, tu vois le peuple? Cette première audience est une audience de consignation, avant que l'affaire soit renvoyée à une date ultérieure. Pour l'heure, Ibo Simon et Michel Rodriguez sont plutôt confiants. Nous, on dit la vérité, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes dehors qui sont là pour nous soutenir. À partir du moment où vous êtes soutenus, vous n'avez plus de problème. Vous avez peur de quoi? On a peur quand on a fait quelque chose de mal. Nous, on n'a rien fait de mal, donc on n'a pas peur. Fin de l'audience. Sur les marches du tribunal, la foule acclame Ibo Simon. En coulisses, les avocats des Haïtiens sont eux plutôt inquiets. Ils analysent froidement la liesse populaire. Aujourd'hui, nous avons la démonstration flagrante que les prémices du fascisme est en train de naître en Guadeloupe. Ça, il faut le dire. Et les gens ne se rendent pas compte, mais demain, il sera trop tard. Le procès d'Ibo Simon et de Michel Rodriguez commencera véritablement le 14 novembre prochain. En attendant, Ibo Simon est déjà programmé sur la grille de rentrée de Canal 10. Restez avec nous pour écouter maintenant le Zapping Radio de la semaine, signé Antoine Boilly et Bevinda Amorin. Oui, allô? Dans le film de 1978, La cage aux folles, quel nom désigne à la fois une chaise longue pliante et une course de voilier? Michel Serrault, Rocking Chair. Correct. Comment appelle-t-on les tresses de fil en plastique multicolores? Rouge pour Superman et noir pour Zorro. Scooby-Doo, c'est quoi ce bordel? La cape? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Qui est en train de couler plus vite que le Titanic? Sans la musique. C'est moi. Qui est celui dont le départ sera un soulagement pour toute l'équipe? C'est moi aussi, ouais. C'est à cause de vous, hein. Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
Peu avant 7 heures ce matin, un attentat suicide a fait un mort et une douzaine de blessés en plein centre de Jérusalem. Pierre Veil, notre correspondant sur place. Je conduisais ma fille au lycée français vers 8h moins le quart et au moment où j'ai stoppé ma voiture devant la porte du lycée, on a entendu une énorme explosion. Ma voiture a été très sérieusement endommagée. Elle est couverte de morceaux de chair humaine, de sang. Ma fille a immédiatement été sous le choc. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai sortie de la voiture. Elle n'avait que quelques brûlures sur les jambes. Je souffre un peu d'un choc dans une oreille. On a découvert dans la cour la tête du kamikaze qui, semble-t-il, avait été repéré par des gardes frontières israéliens qui voulaient l'interpeller. Elle a senti qu'il avait été repéré. Il a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui. Les magasins U. Les nouveaux commerçants. Hôtel Kriev, vous recevez maintenant Robert Hu. Bonjour Robert Hu, merci d'être avec nous. J'ai vu Amélie Nothomb. C'est de la merde. Disons-le pour que les gens n'achètent pas. Parce que ça serait absolument dégueulasse que les gens perdent du fric pour une merde. Donc, chers auditeurs qui m'écoutaient, Roger, donc... Elle a bu un litre de rouge, elle était impeccable, elle a pris un verre de pchit, elle est bourrée. Il y a Moujotte qui commence à changer d'avis. Moujotte, au contraire, il me désire sexuellement. Il sait que je suis en préménopause et qu'il n'aura aucun souci avec moi, Roger Moujotte. On termine avec le visiofond d'Omar et Fred. C'est parti. Bonsoir, c'est Michel. Alors ça met. Je trouve pas ça très sympa, non? Ah, je suis pas d'accord, hein. Vas-y, Limbalé. Bonsoir, je m'appelle Limbalé Ier, je suis descendant de la royauté, mais je suis aussi danseur étoile à l'opéra de Kinshasa. Donc moi je vous appelle parce que Philippe Labro, il a déclaré le silence il peut être passionnant. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais il faut dire qu'il dit ça à Lara Fabien. Il ne faut pas qu'il dise ça à nous. Nous danse. Parce que nous on est des danseurs. C'est Lara Fabien qui rit. C'est pas nous. Ah ouais. Bonjour Maurice Papon, je suis énergique de retour de vacances, je m'appelle avec mon majordome Bamboula. En fait, je voulais réagir à propos de Faudel, le chanteur, qui arrive à jouer une série sur M6 qui se passe dans un lycée. À mon avis, ça lui rappellera aucun souvenir, hein. Je pense qu'il a fait l'impasse comme ses congénères sur cette période écolière. Ça n'a aucun intérêt pour moi, mais je tenais à le noter. Dépêche-toi, Saïd! Bonsoir, Sida Grabi. Moi, j'appelle parce que j'ai vu là que Tilly Poche, il va fêter ses 35 ans. Mais faut qu'il aille voir le médecin. Parce qu'en 35 ans, il n'a pas pris un seul cm. C'est bizarre. Parce que par exemple, lui Larousse, il n'a pas grandi, mais il a grossi, oui. Ben oui. Il faut qu'il va consulter. Bonjour, je m'appelle Colette, j'appelle avec mon fils, car nous venons d'apprendre cette terrible nouvelle, triste et macabre à la fois, comme quoi le juste prix de TF1 s'arrête. Qu'en deviendra-t-il de Philippe Risoli, notre animateur préféré, que nous adorions avec ses mimiques? Mais maman, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais regardé cette émission. Et Philippe Risoli, on s'en fout. J'ai trompé. Pardon. Présent. Bonsoir. Voilà, c'est fini pour cette fois. On se retrouve samedi prochain à 19h30. Je vous souhaite une excellente soirée avec Moustique et Michael Cull.